Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet qui est au cœur des préoccupations de nombreuses entreprises, la transformation digitale. Et nous allons nous attarder plus particulièrement sur la digitalisation des processus liés aux achats. Avant de démarrer la session, sachez qu'un temps de questions-réponses est prévu en fin de session. Vous pouvez poser toutes vos questions en utilisant la barre de chat sur le côté de votre écran. Je les poserai en fin de présentation. Le webinaire est enregistré bien évidemment et il vous sera envoyé en tant que replay avec la présentation suite à la session du webinaire. Je vous propose de commencer donc ce webinaire qui sera animé par Romain Chauvet qui est Director of Product Value chez Corcentric. Romain, je te laisse la parole. Bonjour. Alors, on t'entend pas, Romain. Est-ce que tu peux Oui, activer ton micro? Voilà, mais bon, merci. merci. Bonjour à tous. Alors, nous allons commencer cette présentation avec deux chiffres clés qui sont donc 42% qui concernent les processus achats qui sont aujourd'hui digitalisés dans les entreprises avec une augmentation annuelle de plus de 10% depuis 2017. Donc, c'est une tendance. Les processus sont de plus en plus digitalisés et on est déjà à 42% des processus achats digitalisés dans les entreprises. Un autre chiffre clé, c'est 70% des directions achats qui prévoient de maintenir ou d'accroître leur investissement dans les outils digitaux. Donc là encore, c'est un indicateur intéressant puisque la grande majorité des directions achats souhaitent continuer à investir sur ces outils. Alors, on va parler de la transformation digitale. Deux facteurs clés ont été mis en avant. Un premier, c'est la refonte des processus, c'est-à-dire qu'on va profiter de la mise en place de ces outils achats dans la transformation digitale pour revoir les processus, pour réécrire les processus et pour retravailler avec l'ensemble des équipes ces processus. Le deuxième point, c'est la conduite du changement. Là encore, c'est important d'anticiper ces changements qui sont à venir dans la transformation digitale, donc de les préparer en amont et de les conduire ensuite dans le déploiement et dans la mise en place des solutions digitales. Et c'est deux facteurs clés de succès qu'on rencontre dans tous les projets qu'on peut mener avec nos clients. Alors, qu'est-ce qu'une solution P2P? La solution P2P automatise et intègre chaque étape du processus, allant de la demande d'achat à la comptabilisation de la dépense, donc les écritures comptables. Donc on a à l'écran l'ensemble des étapes. La première, c'est la gestion catalogue et la création du panier d'achat. On essaye de plus en plus de se rapprocher d'une solution e-commerce et finalement de faire en sorte que l'utilisateur soit autonome pour créer son panier et aille créer sa demande d'achat. Ensuite, il y a deux façons de procéder. Soit on est sur un achat catalogué justement avec un catalogue et où l'utilisateur va pouvoir très facilement créer sa demande d'achat, soit on va passer par une demande de devis. Et donc là aussi, il faudra mettre en place un processus spécifique pour les demandes de devis. Ensuite, on passe à l'étape de création de la commande, envoi de la commande au fournisseur, et puis réception de la marchandise avec potentiellement gestion des litiges. Donc c'est intéressant de digitaliser aussi le processus de gestion des litiges qui colle en général à la partie commande-réception, voire aussi à la partie traitement des factures. Justement, la partie traitement des factures, ça va intégrer la réception de la facture, d'une part. On sait qu'il y a différentes façons de recevoir les factures, différents formats de factures, et c'est aussi quelque chose qui est en train d'évoluer. Et dans ce traitement de facture, une fois qu'on a reçu la facture, il y a l'étape de réconciliation. Donc là encore, il y a la partie réconciliation automatique. On va essayer de plus en plus d'automatiser la réconciliation de la facture avec la commande. Et dans le cas d'écart facture, la réconciliation manuelle. Et enfin, la génération des écritures comptables, c'est très important que dans le processus P2P, dans la digitalisation de ce processus, on intègre la partie comptabilité et donc la génération des écritures comptables avec du coup alimentation de l'outil comptable. Donc, pour qu'une solution P2P soit performante, un minimum de choses sont requises. Premièrement, on souhaite mettre en avant la partie ergonomique, puisque sans une bonne ergonomie, il est difficile d'avoir un bon taux d'adoption de l'application. C'est quand même quelque chose qui est le plus important dans le déploiement de ces solutions digitales, c'est le taux d'adoption des utilisateurs. Pour que le taux d'adoption soit maximum, il faut une bonne ergonomie et une bonne expérience utilisateur simple et intuitive
pour notamment les équipes qui sont, enfin, les utilisateurs qui sont les plus nombreux, c'est-à-dire les demandeurs, ceux qui vont créer les demandes d'achat, mais aussi pour les comptables qui vont réconcilier les factures, pour les approbateurs, les managers qui vont approuver les demandes, les commandes et les factures. Alors, il faut aussi des fonctionnalités avancées, évidemment, pour le but étant d'obtenir dans l'application un maximum, enfin la totalité des dépenses, et du coup, il va être important d'avoir des fonctionnalités avancées qui vont permettre à tous les utilisateurs de faire rentrer dans l'application l'ensemble des dépenses, que ce soit par famille achat ou alors pour des déploiements particuliers sur des sites géographiques. L'intégration de l'ensemble des données, évidemment, avec l'ERP. Donc, il va y avoir des échanges, il va y avoir une intégration à faire entre l'outil achat et l'ERP, que ce soit en termes de master data, de données maîtres, donc les fournisseurs, les sociétés, les services d'imputation, les utilisateurs, évidemment. Et puis, dans l'autre sens, pour alimenter l'ERP en termes d'écriture comptable, notamment. Il faut un outil paramétrable. Donc là, encore, c'est une étape très importante et du projet et puis ensuite du cycle de vie de l'application, c'est de pouvoir paramétrer correctement tout ce qui peut être automatisé. Donc, là, au niveau des processus, et puis aussi paramétrer je dirais toute la partie catalogue, toute la partie utilisation des catalogues. Donc, il faut que l'équipe achat investisse la gestion des fournisseurs et la gestion des catalogues pour que les données soient à jour, pertinentes, avec, si possible, des images, etc., pour rendre l'utilisation de la partie demande d'achat agréable. Et que l'équipe, alors notamment comptable, prenne en main la partie automatisation des processus facture pour que justement on ait de plus en plus d'automatisation dans ce processus de facturation. Et enfin, alors ça rejoint ce qu'on a déjà dit, mais il faut que les équipes achat et comptabilité, notamment, mais il y a aussi le contrôle de gestion, la finance et puis toutes les équipes opérationnelles. Il faut que l'ensemble des équipes soient impliquées en amont dans le projet et puis ensuite dans le déploiement de la solution. C'est important, alors on insiste sur les équipes achat et comptabilité puisque le flux P2P intègre ces deux composantes. Alors, on a souhaité mettre en évidence 8 pièges à éviter lors d'une implémentation d'une solution achat. Le premier, donc, le piège à éviter, c'est d'exclure les utilisateurs finaux et les parties prenantes du processus de sélection de la solution. Il est très important en amont, dès même l'élaboration du cahier des charges et le choix de la sélection de la solution, d'inclure, là encore, les équipes achat, comptabilité, mais aussi les utilisateurs ou les key users. Deuxièmement, il ne faut pas attendre la phase d'implémentation pour résoudre les problèmes. Les problèmes doivent être soulevés le plus en amont possible et il faut en parler tout de suite et essayer de les résoudre tout de suite avant la phase d'implémentation. Il ne faut pas oublier aussi de mesurer le succès du projet à l'aide de KPI. Donc, si on ne met pas en place des KPI, on ne va pas pouvoir suivre le déploiement de l'application et suivre l'utilisation du SIHA. Donc, mettre en place des KPI et puis ensuite mettre en place aussi des méthodos qui permettent de suivre ces KPI dans le temps. Une autre erreur à éviter, c'est ne pas anticiper le besoin de collecte de données. Ça, c'est quelque chose qui donne régulièrement lieu à des retards dans le projet pour la bonne raison que de temps en temps, la collecte de données n'est pas quelque chose de facile et plus l'entreprise est complexe et plus l'entreprise est grande, plus il va être compliqué de récolter les données. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut anticiper. Ensuite, ne pas communiquer aux bonnes parties prenantes au bon moment, et notamment aux fournisseurs. Donc là, évidemment, il y a, comme dans tout change management, il va falloir communiquer en interne et communiquer aussi aux fournisseurs, avec notamment pour expliquer que ce nouvel outil va être mis en place, que les processus vont changer, que les bons de commande vont être différents, que le mode de réception des factures potentiellement va être différent. Donc là aussi, il y a une communication importante à mettre en place. Une erreur aussi à éviter, c'est d'implémenter la solution en adoptant une approche Big Bang. Alors, on recommande en tout cas de prévoir un déploiement progressif avec un pilote, alors un ou plusieurs sites pilotes, mais c'est important d'avoir un ou plusieurs sites pilotes impliqués dans la démarche et qui vont faire des retours et réactifs aussi au niveau des retours qu'ils vont pouvoir donner.
Et puis ensuite, un déploiement progressif. Une fois qu'on a fait le site pilote, on peut déployer un peu en mode Big Bang, mais voilà, un déploiement progressif qui s'étale pas non plus trop longtemps, parce qu'une fois qu'on a validé la solution et une fois qu'on a validé que les utilisateurs prenaient vraiment en main la solution, là, on peut accélérer sur la partie déploiement. Alors, une autre erreur, c'est le décalage de la date du go live. Évidemment, il faut, à un moment donné, il faut fixer une date. On peut essayer d'ajuster, on peut essayer de fixer la date pour être prêt à l'instant T, au moment du déploiement, du go live, pardon. Mais décaler cette date pour des raisons soit de mise à jour de données, soit d'amélioration toujours en continu de la solution, justement, c'est un piège à éviter. Il vaut mieux mettre en place sur un périmètre donné et puis déployer ensuite en essayant d'améliorer petit à petit les données ou la solution plutôt que de décaler la date du go live. Et la dernière chose à éviter, c'est de ne pas communiquer assez avec l'équipe projet, donc l'implementation manager ou le chef de projet. C'est important, là aussi, un peu comme le point sur l'anticipation des problèmes, c'est important de communiquer aux équipes projet pour résoudre les problèmes au plus tôt. Alors, la Corecentric Platform, donc à propos de Corecentric, très rapidement, Corecentric est une société américaine qui a plus de 500 employés dans le monde et plus de 2500 clients aussi dans le monde, qui est très implantée en Europe. C'est historiquement la société Détermine, qui a changé de nom récemment et qui existe en France depuis plus de 15 ans. Donc la société Corecentric est implantée aux États-Unis et en Europe et fait plus de 830 000 utilisateurs utilisent cette solution aujourd'hui. Au niveau des clients, nous ne sommes pas spécialisés dans un domaine d'activité. Comme vous pouvez le voir, toutes les filières sont représentées, pour la bonne et simple raison que l'ensemble des sociétés traitent le même type de dépenses, en tout cas sur la partie indirecte et même sur la partie des achats directs. Les processus sont relativement similaires en termes de traitement des factures notamment, et donc on va retrouver dans tous ces domaines d'activité un grand nombre de clients qui utilisent finalement les mêmes fonctionnalités, la même plateforme. Alors, au niveau de l'offre, Corecentric combine trois métiers, la partie technologie, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, la partie service et la partie consulting. Au niveau des modules qui vont pouvoir être disponibles sur cette plateforme, on va retrouver tous les modules qui concernent l'amont du processus achat, que ce soit la gestion fournisseur, la gestion des appels d'offres, et ensuite la réalisation des contrats, la création des contrats, négociation et signature électronique des contrats. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la partie amont du processus achat. Et puis ensuite, ce dont on a déjà parlé, la partie P2P, avec la partie procurement, demande, commande, réception, et puis la partie facture, avec le traitement, la réconciliation des factures. On va passer à la démonstration. Alors, je vais basculer sur un autre écran. Et je vais couper ma caméra. Donc, on est sur une application sur laquelle tous les modules ont été activés. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'informations à l'écran et je suis aussi avec un utilisateur qui a accès à tous les menus. On va faire un flux P2P relativement classique. Donc, on commence par la demande d'achat. Donc, sur la page d'accueil, on va pouvoir soit chercher dans ce champ de recherche, soit cliquer sur le bouton demande d'achat, ce qui va rediriger les utilisateurs vers un écran de type e-commerce où finalement l'utilisateur, sans besoin de formation, retrouvera l'ensemble des fonctionnalités e-commerce. Donc on va avoir en haut à gauche la liste des catégories qui correspondront aux catégories de l'entreprise. Au milieu, une zone de recherche et à droite, le récapitulatif du panier avec la particularité, contrairement au site e-commerce B2C, d'avoir un bouton hors catalogue qui permet, dans le cas où l'utilisateur ne trouve pas ses produits dans les catalogues, l'utilisateur va pouvoir cliquer sur ce bouton et exprimer son besoin
qui va suivre un workflow peut-être différent, qui va passer peut-être par une demande de devis ou par des approbations supplémentaires au niveau des achats, notamment. Mais voilà, l'utilisateur pourra exprimer sa demande et créer son panier. Alors, pour aujourd'hui, on va tout simplement faire une commande d'un ordinateur portable. Il y a plusieurs façons d'accéder à cet article. Donc là, on voit que l'article est dans les articles les plus commandés et les derniers articles vus. Mais je peux aussi rechercher via le moteur de recherche l'article, ou alors j'aurais pu aussi cliquer sur le catalogue. On retrouve, petite parenthèse, un certain nombre de catalogues qui sont catalogues internes qui ont été chargés dans l'application, mais on a aussi la partie catalogue punch-out où on va pouvoir accéder au punch-out de ces fournisseurs en ouvrant finalement sous forme de pop-up leur site e-commerce et en allant chercher, en allant créer des paniers via ces sites e-commerce. Et la demande d'achat peut être, cet écran de création panier peut être utilisé pour ajouter dans le panier autant d'articles que nécessaire pour que l'utilisateur exprime son besoin. Donc on va pouvoir mélanger plusieurs fournisseurs, plusieurs sources aussi de catalogues entre les catalogues internes et les catalogues punch-out. Donc on va rester simple sur pour cette présentation. On va acheter un ordinateur tout simplement. On va ajouter la ligne au panier et on va valider le panier. Alors, beaucoup de choses se sont passées au moment de l'ajout de la ligne au panier. Beaucoup d'informations ont été pré-renseignées parce que justement l'application a été paramétrée correctement en amont. Alors, on retrouve la demande d'achat au statut généré et dans cette demande d'achat, on va retrouver la ligne qui concerne l'ordinateur portable. Et cette ligne, donc, on va avoir plusieurs onglets ici, donc les informations achat, donc c'est un ordinateur Dell qui fait 800 €, avec un onglet imputation où on va retrouver certaines données d'imputation, donc le service d'imputation qui est pré-renseigné parce que le service d'imputation de l'utilisateur est le service achat, puis des données d'autres axes analytiques et budgétaires. Et au niveau comptabilité, on va aussi retrouver, puisque l'ordinateur portable est dans la catégorie d'achat informatique et télécom, cette catégorie d'achat a été mappée avec un compte comptable d'investissement. Donc on a déjà l'information que c'est un investissement, on a déjà l'information du compte comptable et le code TVA, le taux de TVA de 20%. Ces informations vont permettre par la suite de générer les écritures comptables de facturation, mais aussi avant les écritures comptables de facturation, on va pouvoir générer les écritures de provision, donc grâce à ces informations. Cette demande d'achat peut être envoyée en approbation. Alors pour les besoins de la démo aujourd'hui, je n'ai pas de workflow d'approbation pour éviter de me déconnecter, de me reconnecter, mais très rapidement, le workflow d'approbation va pouvoir être paramétré en fonction évidemment des besoins du client, en fonction de tous les critères qu'on va retrouver sur la demande d'achat, que ce soit la société, le service d'imputation, le fournisseur et évidemment les montants. On va pouvoir créer des workflows d'approbation par tranche de montant sur plusieurs niveaux avec des groupes d'approbateurs ou alors des approbateurs individuels. Voilà, c'est assez ouvert au niveau du paramétrage du workflow d'approbation. Il y a beaucoup d'options. Et pour l'approbation en elle-même, de la part de l'approbateur, l'approbateur va pouvoir soit se connecter à l'application pour aller regarder la demande et approuver, soit approuver tout simplement en cliquant sur un bouton dans l'email qu'il a reçu. Donc là, finalement, l'approbation, il n'y a pas eu d'approbation, donc la demande d'achat a été directement approuvée et transformée en commande. Dans le cas, je parlais juste avant du fait d'avoir des paniers d'achat avec plusieurs fournisseurs. Dans le cas où je crée une demande d'achat avec plusieurs fournisseurs, cette demande d'achat va automatiquement créer plusieurs commandes. Donc c'est pas le cas ici puisque j'avais qu'une seule ligne achat, mais on peut très bien avoir une demande d'achat qui va générer plusieurs commandes et évidemment ensuite plusieurs réceptions ou plusieurs factures. Donc là, je suis finalement sur ma commande au statut envoyé. La commande a été automatiquement envoyée puisqu'il n'y a pas de workflow d'approbation sur cette commande. Et on va retrouver ici le mode d'envoi, le mode de commande. Donc c'est une commande qui a été envoyée par email à cette adresse email. Et on va retrouver aussi en pied de commande le bon de commande qui a été généré et qui a été envoyé au fournisseur. C'est un bon de commande qui est dynamique puisque on va retrouver sur ce bon de commande le logo de la société
et en pied de page, les informations légales aussi de la société et les conditions générales d'achat de la société. Donc, pour les clients qui ont plusieurs sociétés, de manière dynamique, sans aucun développement, on va retrouver sur l'application va permettre de générer des bons de commande adaptés aux couleurs et aux conditions générales d'achat de la société. Donc ensuite, on passe à l'étape de réception. L'étape de réception est une étape critique, là encore dans le change management, puisque beaucoup d'utilisateurs n'ont ou n'avaient pas l'habitude de réceptionner leurs marchandises dans un logiciel. Et c'est vrai qu'une fois que la marchandise est arrivée ou que le service a été rendu, l'utilisateur n'a pas forcément envie de se connecter à l'application pour aller l'indiquer. Là, il y a de la conduite du changement. Il faut expliquer les contraintes comptables, notamment la gestion des provisions comptables qui permettent d'anticiper les dépenses une fois que la marchandise a été réceptionnée. Voilà, c'est des choses qu'il faut expliquer. Et aussi la partie réconciliation facture, puisque la réconciliation facture se fait évidemment avec le bon de commande, mais aussi avec le bon de livraison. Pour pouvoir payer une facture, il faut que la commande ait été envoyée et que la réception ait été faite. Donc l'idée sur cette étape de réception, c'est que l'écran, finalement, la réception soit quelque chose qui se fasse de manière très simple, en quelques clics. Et c'est pour ça que sur le bon de commande, on va retrouver un bouton réceptionner qui va permettre de réceptionner directement soit la totalité de la marchandise en cliquant une deuxième fois sur le bouton réceptionner, soit en modifiant les quantités, en décochant certaines lignes, de faire de la réception partielle. Donc, pour faire simple aujourd'hui, on va cliquer sur réceptionner. Vous voyez qu'en 2 clics, finalement, l'utilisateur a pu réceptionner sa marchandise. Une fois que cette commande est réceptionnée, donc là on est sur le bon de livraison, le bon de livraison est en statut réceptionné, et si on retourne sur la commande, donc il y a deux façons de le faire, soit par ici, soit en allant sur là ou les commandes associées à ce bon de livraison. On a, donc la commande est aussi au statut réceptionné, et à ce moment-là, on a le bouton réconcilier facture qui va permettre de réconcilier la facture. Donc, on a fini sur la partie e-procurement, on va passer à la partie facturation, réconciliation facture. Donc, il y a plusieurs façons, comme je disais, de réceptionner des marchandises, des factures, et il y a plusieurs formats de factures. Donc évidemment, aujourd'hui, de manière générale en France, les factures sont plutôt au format PDF, voire encore un peu au format papier, mais le papier finalement est assez vite scanné et on retrouve la grande majorité des factures au format PDF, PDF non structuré. Donc on va passer par un outil qui est un OCR, donc un outil de capture des données factures, et qui va permettre de ne plus avoir à saisir les données des factures. Donc ça, c'est un outil que je ne montrerai pas forcément aujourd'hui. Une autre façon de faire, c'est de récupérer des factures au format électronique. Donc le format électronique, ça peut être soit un fichier XML, soit aussi un fichier PDF qui inclut des balises avec des données. Et donc ce format électronique va s'imposer en France. Vous devez certainement être au courant de la loi de finances 2020 qui a déjà annoncé un calendrier pour le déploiement de la facture électronique en France. Et on devrait, à partir du 1er janvier 2023, avoir pour les grandes entreprises déjà une obligation de travailler en facture électronique. Le format n'étant pas encore défini, ce sujet reste encore sous forme de point d'interrogation, mais très rapidement, a priori au mois de septembre, on devrait savoir quel format sera le format défini pour la facture électronique. Et petit à petit, l'ensemble des factures vont basculer du PDF vers la facture électronique. Donc pour la démo, on va simplement cliquer sur le bouton réconcilier facture et on va retrouver finalement l'ensemble des données. On va juste avoir à saisir un numéro de facture et une date de pièce. Donc finalement, avec la facture électronique ou avec la démat facture au sens OCR, capture, donc reconnaissance optique de caractères, capture de données, on va retrouver des factures dans le système de ce type. Alors je vais rajouter aussi une pièce jointe, puisque en général on a aussi la pièce jointe. Voilà, et du coup l'écran se divise en deux, où on a à gauche les données et à droite l'image facture. Et donc, quand
quand on a mis en place la démat facture, donc encore une fois au sens OCR ou au sens facture électronique, les comptables retrouvent dans l'application un dossier facture de ce type avec des données et une image facture. À ce moment-là, il est important de mettre en place des règles qui vont permettre la réconciliation automatique. Donc, il y a un certain nombre de règles. Ça peut être de la tolérance au niveau de la réconciliation automatique, au niveau du traitement des écarts, donc tolérance en montant ou tolérance en pourcentage, ou ça peut être un passage automatique en mode facture sans commande qui permet de traiter un certain nombre de dépenses qui ne sont pas, où les commandes ne sont pas forcément saisies en amont. Voilà. Donc, il y a beaucoup plus à dire évidemment sur la réconciliation automatique, mais le but de ces solutions, c'est de mettre en place un maximum de réconciliation automatique pour que le rôle de l'équipe comptable se concentre sur les réelles problématiques, donc les écarts, les commandes non réceptionnées, les demandes d'avoir ou d'acompte. Alors, pour cette facture, justement, non, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Pour cette facture, il n'y a pas d'écart. Donc, ma facture va être traitée et réconciliée automatiquement. C'est ce qui vient de se passer, donc réconciliation automatique effectuée. La facture, du coup, l'objet facture a été créé. Alors là, en plus, ça a été approuvé puisque la dépense avait été approuvée en amont. Et on va retrouver sur cette facture les écritures comptables. Donc, c'est ce dont je parlais précédemment ici au niveau de la ligne achat. L'ordinateur portable catégorie 10-20 informatique et télécom est tombé dans le compte comptable 2181, ce qui permet au système de générer l'écriture comptable avec des lignes de débit, 3 lignes, hors taxe TVA TTC, 800 € et 160 € au débit et 960 € au crédit en TTC, avec à chaque fois les comptes comptables qui sont attribués correctement. Donc le compte comptable d'immobilisation qui vient de la ligne achat, le compte de TVA qui vient je ne l'ai pas montré, mais d'un paramétrage des comptes de TVA, et le compte comptable de TTC qui vient aussi d'un paramétrage avec un 401 pour les comptes de charge, pour les dépenses de charge, et un 404 pour les dépenses d'immobilisation. Donc ces écritures comptables, l'objectif c'est que l'ensemble du flux achat soit encore centrique et ensuite les écritures comptables soient interfacées dans le système comptable, ce qui évite de faire trop d'interfaces entre les deux systèmes. Voilà. Donc la dernière étape étant la validation comptable qui peut être automatisée par l'interface. Et non, pardon, l'avant-dernière étape, puisque la dernière étape va être le paiement de la facture avec l'information de la date de règlement. Donc ça, c'est en général des informations qui reviennent de l'outil comptable avec une information de date de paiement et une information aussi de statut de facture payée, ce qui fait que la facture qui sera mise à disposition, enfin, qui sera visible par les utilisateurs, que ce soit les demandeurs, que ce soit les comptables, voire même par les fournisseurs, sera au statut payé. Donc là encore, ça me permet de faire une petite parenthèse sur le portail fournisseur. Le fournisseur pourra se connecter à l'application, pourra faire un certain nombre d'étapes dans le flux. Donc on parlait de la gestion des appels d'offres, on parlait de la gestion des contrats. Donc c'est des étapes qui peuvent être faites par le biais du portail fournisseur, mais aussi le chargement des catalogues, l'accusé-réception d'une commande et l'accès au statut de la facture. Voilà, donc c'est tout pour le flux P2P. Il y aurait beaucoup de choses à dire, on pourrait faire des démos beaucoup plus longues, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais revenir à la présentation et on va passer aux questions-réponses. Oui, Robin, effectivement, nous avons quelques questions de la part de l'audience. Premièrement, est-ce que l'intégration avec l'ERP oblige à modifier toute la structure de l'ERP dans le cas où on doit faire la réconciliation, ou bien le software Corsandric peut-il s'adapter? Alors, c'est une bonne question. Sur la partie réconciliation facture, évidemment, il n'y a pas qu'un seul mode de mise en place de ces solutions. Le mode P2P est préconisé puisque justement il permet de faire l'ensemble du flux achat dans l'application et d'interfacer que les écritures comptables, comme je l'expliquais. On a quelques clients qui ne font que la partie procurement et qui du coup ne changent pas
ne change pas le mode de traitement des factures et le mode de réconciliation des factures. L'idée au niveau de l'ERP, c'est que l'ERP, finalement, c'est que l'outil achat s'adapte à l'ERP en termes d'écriture comptable. Donc, est-ce que l'intégration avec l'ERP oblige à modifier toute la structure de l'ERP? Non. L'ERP a une structure comptable, une structure budgétaire, peut-être une structure analytique. L'idée, c'est de les reprendre dans l'outil Corecentric, de les reprendre dans l'application IHA pour alimenter ensuite via les écritures comptables l'ERP. Il y a déjà, on fait des intégrations avec les systèmes comptables, avec tous les systèmes comptables, évidemment SAP, évidemment Sage, enfin, on a travaillé avec, je dirais, une bonne trentaine ou une bonne quarantaine de systèmes comptables, ce qui permet d'aller rapidement au niveau des projets et d'intégrer très rapidement les différents systèmes. Je vois passer la question sur Coda. On a intégré Coda aussi. J'ai vu passer Oracle. On a intégré Oracle. On a intégré BAN aussi, SAP BAN. Oui. Microsoft Dynamics, je me pose la question. Je crois aussi, il faudrait que je vérifie, mais je ne suis pas un spécialiste des interfaces. Microsoft Dynamics, ça me dit quelque chose, oui. On pourra vérifier. Quoi qu'il en soit, les interfaces sont souvent, même par exemple avec du SAP ou du Oracle, comme SAP et Oracle sont souvent customisés pour les clients et des développements spécifiques ont été réalisés, il arrive fréquemment qu'on adapte les interfaces aux différents formats. Il y a aussi plusieurs versions dans ces solutions. Donc, on adapte souvent l'interface. Donc, même un nouveau système comptable, ça ne poserait pas de problème de l'intégrer puisqu'on saurait développer une nouvelle interface pour ce système. Une autre question que l'on avait également, dans le cas d'une prestation de service, pourrait-on remplacer ces articles par une fiche à renseigner? Je pense que c'est dans le cadre de la gestion des catalogues, etc. Alors, je vais repartir sur l'écran, sur l'application. C'est effectivement le cas. Nos clients essayent de déployer les catalogues de plus en plus, et notamment avec des catalogues de prestations. Alors, si je ne me trompe pas, j'ai des articles génériques sur ce catalogue. Voilà, par exemple des articles de consulting, qui est donc une prestation, ou de nettoyage, même d'ailleurs la consommation d'eau, tout ça, ça sera des articles génériques qui permettent, alors je vais essayer d'en trouver un, celui-là il n'est pas générique. En tout cas, on peut créer des catalogues de prestations. Donc on peut remplacer la question était, pourrait-on remplacer ces articles par une fiche à renseigner? Donc, si c'est un catalogue figé, comme je vous l'ai montré sur le consulting, on peut le faire. On ne pourra pas modifier, mais par contre, si je prends la consommation électrique, je suppose qu'on peut le modifier. Oui, voilà. On peut créer des articles génériques qui va permettre à l'utilisateur, ça va faire gagner du temps à l'utilisateur. Alors, premièrement, la satisfaction de ne pas avoir à tout taper. On va chercher consommation électrique, on va trouver quelque chose. Ensuite, on va pouvoir, ça évitera aussi d'aller chercher la catégorie d'achat, puisque c'est un champ obligatoire, puisqu'on rappelle que ça permet de retrouver le compte comptable. Donc, la catégorie d'achat est pré-renseignée. Parfois, le fournisseur aussi peut être pré-renseigné. On a un libellé aussi qui est pré-renseigné. Donc, sur la question des prestations de services, on peut très bien avoir des articles génériques, on appelle ça comme ça, des catalogues d'articles génériques, où un certain nombre de choses sont pré-renseignées, notamment la catégorie d'achat, et où l'utilisateur va pouvoir adapter la description, voire modifier le prix, peut-être changer le fournisseur aussi. On peut laisser le fournisseur vide ou alors on peut le renseigner, mais voilà, l'utilisateur va pouvoir, on appelle ça des catalogues, des articles génériques chez Corecentric, et effectivement l'utilisateur peut renseigner les informations lui-même. Une autre question également, est-ce applicable aux achats de composants nécessitant une validation qualité à la réception? Oui, alors, sur la partie catalogue, ça s'applique à évidemment toutes les familles achats. Sur la question sur la qualité au niveau de la réception, on peut la matérialiser sous forme d'évaluation
de la réception. Alors, je peux vous le montrer sur une autre application. C'est un écran où on peut rajouter finalement la notation des fournisseurs, cet écran de réception. Donc, on va finalement avoir le même écran que j'ai montré précédemment, où l'utilisateur va pouvoir réceptionner et donc indiquer les quantités, réceptionner sa marchandise. Bon, c'est pas très pertinent, mais voilà. Au niveau de l'écran de réception, on va rajouter des notes. Donc là, c'est des notes que de délai de livraison, mais on peut rajouter des notes de qualité où on va pouvoir indiquer les problématiques qu'il y a en termes de qualité sur l'écran de réception. La question suivante également, peut-on importer par soi-même des catalogues existants au sein de la société? Oui, alors le sujet catalogue mériterait qu'on y passe un moment, mais oui, oui, tout à fait. Les catalogues vont être, vous allez paramétrer vous-même les catalogues, déjà en termes de périmètre géographique. Un catalogue, alors si je crée un nouveau catalogue, on a un périmètre sur lequel est partagé le catalogue et on va pouvoir indiquer si le catalogue est disponible pour tout le monde ou alors il est disponible que pour une ou plusieurs sociétés, voire un ou plusieurs utilisateurs ou groupes utilisateurs. Donc, un exemple qu'on peut donner, c'est un catalogue de prestations marketing ou de goodies marketing qui va être disponible que pour les quelques personnes qui travaillent au service marketing. Donc ça, c'est pour la partie préparation du référentiel catalogue. Et ensuite, vous allez, alors je vais prendre celui-là, voilà, vous avez la possibilité de charger des versions du catalogue, puisque un catalogue, c'est quelque chose de vivant, hein, le prix évolue, les produits aussi évoluent, il y a des produits qui sont créés, d'autres qui disparaissent. Donc on va gérer des versions catalogue et vous allez pouvoir, alors c'est pas sur celui-là, j'en ai peut-être un autre. Vous allez pouvoir créer, charger des catalogues. Non, c'est pas là non plus. Mais à partir de cet écran des versions catalogue, vous allez pouvoir charger un fichier Excel qui va correspondre à vos lignes de catalogue et aussi charger les images et les fiches techniques qui correspondent aux articles. Et c'est pour ça, c'est comme ça qu'on retrouve les images que vous avez sur le catalogue ici. Nous avons encore une question. Alors, je complète, Oui, la question était bon, importer soi-même les catalogues, on peut le faire, importer soi-même les catalogues. On peut aussi donner la main au fournisseur pour qu'il charge son catalogue. C'est-à-dire que vous allez créer vous-même le catalogue, le périmètre de partage, la nouvelle version, et puis une fois que cette version, vous avez créé cette version, vous l'envoyez au fournisseur pour que le fournisseur charge le fichier Excel et charge les images. Voilà, ça évite tous les allers-retours qu'on connaît avec les fournisseurs pour mettre à jour les catalogues. Une fois que le fournisseur a fini de charger son catalogue, il l'envoie en approbation et c'est à vous à ce moment-là de valider ou pas le catalogue. D'accord. Donc la prochaine question, peut-on utiliser Core-Centric pour saisir la direction achat si aucune catégorie ne correspond à l'expression de besoin du client interne, dans l'exemple d'une prestation intellectuelle spécifique, par exemple? Si saisir la demande d'achat, je suppose, si aucune catégorie ne correspond à l'expression de besoin. Oui, alors aucune catégorie, pour être précis, non, il faut absolument qu'il y ait toutes les catégories dans la liste des catégories. On peut toujours mettre une catégorie autre, mais en général, l'arbre des catégories est bien renseigné par les directions achats. Par contre, oui, comme je le disais au début, si l'article n'est pas présent dans le catalogue, on peut cliquer sur le bouton hors catalogue et à ce moment-là, l'utilisateur va saisir sa désignation, va saisir son fournisseur, son prix et va sélectionner la catégorie. Donc c'est là que je pense qu'il faut quand même que la catégorie soit existante ou sinon on met une catégorie autre. Mais en tout cas, je pense que la question était plutôt sur la partie création d'un article hors catalogue, donc c'est tout à fait possible. Merci. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu des KPI? Alors, oui, les KPI sont disponibles par module et alors, je vais pouvoir le montrer plutôt ici. Dans achat, on va retrouver des tableaux de bord pour les demandes d'achat, pour les commandes. En fait, par métier, on va retrouver des KPI et des tableaux de bord pour chaque métier.
il y a un KPI, un tableau de bord sur l'analyse des dépenses qui peut être intéressant, qui est un premier niveau finalement de reporting. On va retrouver l'ensemble des dépenses par catégorie, par fournisseur, par société et par service. Et on va pouvoir ensuite, donc évidemment c'est lié aux droits de l'utilisateur, on va pouvoir ensuite cliquer sur chacune de ces barres pour descendre, ou alors le clic a fait que la catégorie a été sélectionnée, donc je peux aussi le faire ici. Et je peux aussi sélectionner la société ou le fournisseur ici et rafraîchir mon graphe. C'est un premier niveau de reporting qui permet d'analyser les dépenses. Alors évidemment, sur une application de démonstration, il n'y a pas suffisamment de données, mais voilà, ça donne un premier élément sur l'analyse des dépenses. On va avoir ensuite des KPI qui vont être vraiment liés à l'utilisation de l'application. Donc, on va retrouver le nombre d'utilisateurs, le nombre total de connexions, après des données sur l'approbation aussi, le temps moyen d'approbation, le nombre moyen d'approbateurs d'un document, etc. Donc voilà, il y a un certain nombre de KPI déjà pré-paramétrés. Et on va avoir aussi la possibilité, via le module rapport, de créer finalement des nouveaux rapports. Et donc chaque client va pouvoir créer ses rapports, donc de type liste, de type indicateur, etc. En allant sélectionner les colonnes, on met à disposition finalement de l'utilisateur toutes les colonnes de l'application. Donc en général, pour un rapport sur l'analyse des dépenses, on va aller chercher dans les lignes achats et on va retrouver ici vraiment toutes les données qu'on souhaitera analyser. Avec la possibilité évidemment de faire des graphiques, tout type de graphiques. Une question sur la facturation électronique. Comment est-ce qu'elle est gérée dans Corcentric? Alors justement, là, j'en ai un peu parlé, la facturation électronique, c'est quelque chose qui évolue et qui va évoluer dans les 2 ans qui viennent, puisque donc les grandes entreprises, donc je crois que c'est à partir de 5000 employés, auront l'obligation d'émettre et de recevoir des factures à partir du 1er janvier 2023. Donc, nous avons tous des fournisseurs qui sont des grosses sociétés et qui nous envoient des factures. Donc, ces fournisseurs-là seront dans l'obligation d'envoyer des factures électroniques et donc toutes les entreprises seront dans l'obligation de recevoir, d'être en capacité de recevoir ces factures au format électronique. La question aujourd'hui, c'est quel est le format le format n'est pas encore défini, il devrait être défini là dans les mois qui viennent. Et en toute logique, ce qui a été déjà défini par contre, c'est que ce format de facture électronique inclura 2 niveaux de lecture de la facture. Un premier niveau qui est informatique, c'est que la facture pourra être intégrée dans un système qui ira prendre les données dans des balises qui sont référencées et donc très très facilement n'importe quel outil en moins d'une seconde pourra afficher l'ensemble des données de la facture. Mais il y a un deuxième mode d'affichage de cette facture qui est prévu dans le texte de loi, c'est que la facture pourra être affichée, pourra être lue par un utilisateur. Donc en gros, l'image facture sera conservée et on devrait avoir un format de facture qui intégrera les deux, l'image et les données de la facture. Ce qui veut dire que si le client n'a pas d'outil pour intégrer ses factures électroniques, il pourra tout de même voir la facture et devra lui-même la ressaisir à la main. Voilà. Alors, on arrive à la fin du temps imparti. Merci Romain pour cette présentation ainsi que la démo. Donc, les questions qui ont été posées et pour lesquelles nous n'avons pas le temps de répondre, nous reviendrons vers vous très rapidement directement par email. Dans l'attente, Romain, si tu veux bien afficher la dernière slide de notre présentation. Oui. Donc, comme je le disais en début de présentation, notre replay vous sera envoyé très prochainement. Dans l'attente, vous pouvez suivre toutes nos actus sur la page LinkedIn. Vous avez qu'à scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. N'hésitez pas à nous suivre. Merci à tous pour votre participation et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.